Donc aujourd'hui, on reçoit Denis Mazerolle. Bonjour Denis. Bonjour Magali. Et on va parler de l'univers du thé qui est ta passion. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Voilà, donc Denis Mazerolle. Je suis exploitant agricole et gérant d'une société qui s'appelle Filleul des Fées. Donc je me consacre entièrement à nos plantations de thé et à la production de différents types de thé en Bretagne. Donc tu fais pousser ton propre thé justement en Bretagne, mais est-ce que ça a toujours été ta passion le thé? Alors le thé est une passion qui date de mon premier voyage en Chine en 1983, puisque j'ai découvert le vrai thé en Chine, puisque en France en 1983, les seuls thés qu'on trouvait, c'était quand même des thés, on va dire, relativement basiques. Et j'ai découvert l'univers du thé en Chine à cette époque. Et depuis ce temps-là, je reste passionné de thé. Et j'ai beaucoup voyagé en Chine dans toutes les régions emblématiques, on va dire, de thé depuis cette année, depuis l'année 1983. Donc aujourd'hui, tu fais pousser ton thé à Languidic dans la vallée du Blavet en Bretagne. Qu'il y avait une raison particulière? Alors en fait, nous avons 4 plantations différentes sur les communes de Languidic et Kistinic. Et les conditions sont un petit peu différentes sur chaque plantation, mais globalement on réunit les bonnes conditions pour la culture du théier, c'est-à-dire qu'on a une terre acide, on a une hygrométrie qui est assez bonne, assez élevée, qui permet donc au théier de bien s'épanouir. Et voilà, on est à peu près protégé des vents dans la vallée du Blavet, ce qui est important, hein. Le théier a du mal à s'implanter s'il est soumis à des vents, notamment des vents secs qui peuvent arriver au printemps ou en été. Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a déjà eu une tentative de faire pousser du thé en France par le passé, ou tu es un des premiers à avoir développé justement cette filière théicole? Alors ça c'est une grande question parce qu'en fait on sait historiquement qu'il y a eu des tentatives de cultiver le théier en France depuis les années 1840 à peu près. Donc ça fait pas tout à fait 2 siècles. Ces tentatives n'ont pas été vraiment couronnées de succès. On ne sait pas vraiment ce que c'est devenu, mais on sait qu'un botaniste nommé Guillemin a fait une mission au Brésil dans le but de ramener des théiers et d'expérimenter la culture du théier, notamment en Bretagne, mais on ne sait pas trop ce que sont devenues ces expériences, notamment en raison du décès un petit peu prématuré de ce botaniste. Et voilà, on a aussi des traces d'essais de plantation dans les années 70 qui n'ont pas eu non plus de suite. J'ai quand même l'impression que les cultures que nous on a fait, on est parti quand même de bases, euh, disons, techniques un petit peu plus poussées que ce qui s'est fait par le passé, notamment au niveau des cultivars, au niveau des techniques de transformation. Et voilà, maintenant, il y a une vingtaine de projets en Bretagne, donc on pense que ça a vraiment commencé à prendre et voilà, que c'est un secteur qui est promis à un développement intéressant. Alors je sais que tu as fait pousser tes premiers théiers en 2006. Est-ce que tu pensais en faire une activité professionnelle ou au début c'était uniquement ta passion? Non, en fait, c'était vraiment une passion. On n'a pas du tout pensé à faire une activité professionnelle en 2006. Je dois dire même qu'on avait un petit peu oublié nos théiers qu'on avait plantés un petit peu loin de la maison. Et puis on les a redécouverts peut-être en 2010. On a découvert que malgré les dégâts des chevreuils, les théiers survivants avaient très bien poussé. Et on pouvait même voir les jeunes pousses, les jeunes feuilles. Et on s'est mis à faire du thé avec. Et là, on a eu peut-être, on peut dire, une révélation. Et on a été vraiment incité on s'est dit, voilà, euh, il faut prolonger l'expérience avec une plantation plus importante, mais toujours, on va dire, en amateur, en passionné. Et puis c'est vraiment vers l'année 2015 qu'on s'est dit qu'on pouvait vraiment en faire une profession. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à l'art de la cueillette des feuilles de thé? Oui, donc en fait ça dépend du type de thé que l'on souhaite faire. La plupart de nos thés verts et de nos thés noirs, on fait ce qu'on appelle une cueillette fine.
Donc un bourgeon plus une ou deux feuilles si la deuxième feuille est très tendre. Et donc on le fait pour que la plante se régénère bien, on le fait sur des pousses qui sont déjà bien développées, donc avec au moins 6-7 belles feuilles au total. Voilà, donc ça c'est une cueillette qui est respectueuse, on ne prélève vraiment que ce qu'on doit utiliser pour faire le thé. Ça permet à la fois de préserver le potentiel du théier à continuer de pousser, et puis également, donc moins on prélève de biomasse, plus on est quand même dans une approche écologique intéressante. Et après, il y a d'autres types de thé qui nécessitent une cueillette un peu différente, hein, comme le thé Oolong. Là, on est vraiment sur des pousses qui sont presque complètement déployées et 3-4 feuilles au total. Voilà, donc les deux types de cueillettes que l'on effectue. Donc pour le moment, on ne fait pas de cueillette mécanisée. C'est quelque chose qu'on peut envisager pour des thés peut-être qui seront un petit peu moins haut de gamme que ce qu'on fait actuellement. Mais pour le moment, on considère qu'il faut qu'on se concentre sur les thés haut de gamme cueillis à la main. Et par ailleurs, nous faisons des études sur la robotique pour une future cueillette robotisée du thé. Donc là, on parle vraiment d'imiter le geste humain. Donc il commence à y avoir un certain nombre d'expériences en Chine. Hein, on peut trouver des vidéos sur Internet. Et voilà, on est presque sûr que ça va finir par arriver. Et on essaye donc non seulement d'être suiveur, mais d'être aussi acteur dans ce domaine. Donc par rapport au processus de transformation du thé, comment on passe de la feuille de thé qu'on cueille au produit final qu'on le consomme? Alors ça c'est une question fondamentale puisque le théier ce n'est pas comme de la lavande ou du thym ou du laurier. La plante elle-même ne contient que très peu d'huiles essentielles, donc on n'a pas vraiment d'arôme qu'on peut trouver directement dans la feuille. On le sent tout de suite, hein, si on cueille une feuille de thé et qu'on essaie de sentir les arômes, en fait, elle dégage très peu d'arômes. Alors ce sont des arômes un peu végétaux, mais qui ne sont pas forcément très intéressants pour en faire une infusion. Donc si on infuse des feuilles fraîches de thé, ça ne donne pas grand-chose. En revanche, les feuilles sont assez riches en précurseurs d'arômes. Donc on peut arriver, en manipulant la feuille, à développer ces arômes. Chaque type de thé correspond à une manipulation des feuilles différentes et permettra de développer des arômes différents. Donc depuis le thé vert qui a des arômes très très végétaux, herbés, voire même marins, jusqu'au thé noir qui aura des arômes plutôt boisés, fruités, puisque les polyphénols, hein, qui sont très présents dans les feuilles de thé seront complètement transformés en fait pour le thé noir, alors que pour le thé vert ils sont en grande partie conservés, ce qui donne ce côté très très végétal. Avec quel type de cultivar est-ce que tu travailles? Est-ce qu'il y a des cultivars particuliers? Est-ce qu'ils viennent de Chine? D'où ils viennent? Alors nous travaillons avec différents types de cultivars. Donc déjà pour résumer un peu la situation, un théier peut se reproduire par graine ou par bouture. Donc la reproduction par graine va donner des théiers qui vont être peut-être un petit peu limités en termes de capacité de profil aromatique et surtout qui ne seront pas contrôlables. C'est-à-dire qu'un théier issu de graine ne va pas forcément nous fournir des arômes souhaités pour le thé vert ou le thé noir. Ça va être un petit peu le hasard de la génétique. En revanche, les thés issus de graines peuvent être intéressants parce qu'ils peuvent pousser assez vite. Mais on a une très grande diversité. C'est-à-dire certains, si on a par exemple des graines qui viennent de notre jardin ici, certains théiers vont pousser très bien, d'autres beaucoup moins bien. On aura beaucoup de diversité. En revanche, il existe dans le monde ce qu'on appelle des parcs à graines, c'est-à-dire des parcs qui permettent de fournir des théiers qui vont avoir une typicité à peu près homogène. Mais c'est assez rare actuellement les parcs à graines. Donc la meilleure méthode pour reproduire un théier pour avoir des profils aromatiques
à peu près stable, c'est quand même de le reproduire par bouture, donc par clonage. Voilà, donc nous on a fait un très gros effort d'expérimentation de cultivars. Alors on a des cultivars qu'on appelle bretons, parce que ce sont des théiers qu'on trouve dans des propriétés en Bretagne, qui sont sans doute là depuis au moins plusieurs dizaines d'années, voire une centaine d'années. Donc c'est le cas par exemple pour le Trévarez ou le Quimper, hein, qui donnent donc respectivement le Trévarez donne un très très bon thé vert et le Quimper donne un très bon thé blanc et un très bon thé noir. Voilà, donc après nous avons importé des génétiques de Chine notamment, qui paraissent très acclimatés ici, notamment des cultivars, le cultivar de l'Anhui qui s'appelle le Tsuelu, les cultivars de type Longting 43, Longting Changye, qui poussent très très bien ici. Et puis également nous expérimentons encore actuellement donc des différents types de cultivars pour le Wulong. Donc le Wulong c'est tout un monde, hein. Les cultivars les plus connus, c'est par exemple le Qingxuan, le Tieguanyin, le Baiqiguan, etc. Donc la plupart de ces cultivars, semble-t-il, poussent très bien ici, mais on est encore en phase d'expérimentation sur ces cultivars. Pour en avoir fait l'expérience, je sais que c'est un travail qui demande énormément de temps de cueillir les feuilles de thé et ensuite de les transformer pour obtenir le produit fini. Donc je voulais te demander, c'est quoi le ratio à peu près entre la quantité de feuilles que l'on cueille et le produit fini que l'on obtient? Donc le ratio chez nous est d'à peu près, enfin il est même exactement de 3,8 en moyenne, parce qu'en fait on n'a pas de déchets. Donc quand on regarde dans un livre, on dit que le ratio est de 5, mais en fait c'est parce qu'il y a du tri a posteriori, et donc on tombe sur le ratio est plus élevé. Après ça dépend aussi dans quel environnement on cueille les feuilles. Si par exemple il y a beaucoup de bruine, bah, c'est sûr que les feuilles vont être plus humides et le ratio sera également plus élevé. Donc nous on ne cueille que par temps sec, et voilà, on a un ratio d'à peu près 3,8. Et pour vous donner une idée, donc une journée de travail, pour une cueillette fine, une journée de travail permet de cueillir à peu près 4 à 5 kilos de feuilles fraîches. Donc une journée de travail permet en gros de produire à peine plus d'1 kilo de thé fini. Par rapport à la dégustation du thé, est-ce qu'on consomme toujours le thé chaud ou on peut le consommer froid ou l'infuser à froid? Alors nous consommons le thé chaud ou froid, et l'infusion à froid est extrêmement intéressante. Elle donne des arômes qui sont différents. Par exemple, le thé vert va être encore plus, il va avoir un côté herbé encore plus défini, un côté un petit peu sucré. Enfin, c'est vraiment très très intéressant d'essayer en infusion à froid. D'autant plus que voilà, notre plantation est certifiée bio, nous n'utilisons aucun pesticide, donc il n'y a aucun risque que des produits chimiques atterrissent dans une tasse en infusion à froid. On a confiance là-dessus, et c'est aussi important, parce que c'est vrai que si on n'est pas sûr de son produit, l'infusion à froid n'est pas forcément recommandée, parce que l'infusion à chaud permet l'évaporation d'un certain nombre d'intrants chimiques, ce qui n'est pas le cas de l'infusion à froid. Mais je recommande à tout le monde d'essayer les infusions à froid, en partant évidemment d'un bon produit. Ça fait vraiment découvrir des saveurs différentes, et c'est vraiment très très intéressant. Donc il y a le produit en lui-même qui est le thé. Pour moi, il existe vraiment un esprit du thé. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de la manière de consommer du thé. Donc je pense notamment aux cérémonies du thé avec des maîtres de thé. Oui, alors effectivement, le thé, nous on le boit au quotidien, donc on ne fait pas forcément de cérémonie, mais c'est toujours un moment privilégié et agréable de participer comme ça à un échange. Il y a un côté, on parle en chinois même d'ivresse du thé, c'est-à-dire que quand quelqu'un prépare du thé de façon un peu traditionnelle, ça crée tout de suite un environnement convivial, agréable, etc.
Après, il y a des cérémonies beaucoup plus codées, donc là, je ne connais pas trop hein, les cérémonies, le chadao, les cérémonies du thé japonaises. Euh, donc là, il y a quand même des codes à connaître et des usages un petit peu compliqués. Voilà, alors que souvent, on peut servir le thé d'une façon plus décontractée, on va dire, avec un peu de matériel, un petit peu de, voilà, avec la bouilloire à côté de nous, dans un environnement agréable, etc. Donc ça, disons, ce que on privilégie quand on a le temps. Après, quand on boit du thé comme ça au quotidien, en travaillant, bah, voilà, on n'a pas le temps de faire ce genre de cérémonie. Justement, par rapport aux théières, est-ce que tu proposes des théières particulières, avec des formes particulières, des matériaux ou pas? Alors, on peut boire du thé dans tout type d'ustensiles. On peut boire du thé directement dans une tasse, hein. On jette des feuilles de thé dans une tasse et puis on rajoute de l'eau chaude et puis on peut en rajouter 2, 3, 4 fois. C'est une façon agréable de boire du thé. Après, il y a un certain nombre de choses à respecter quand on infuse le thé. Donc, normalement, il ne faut pas que le thé infuse trop longtemps. Donc, nous, on a développé une théière qui permet justement à 2 positions, qui permet d'arrêter l'infusion tout en gardant le thé au chaud. Et donc c'est la théière qu'on appelle mélusine. Et après le matériau qui peut être utilisé, donc on recommande pour le thé vert plutôt la porcelaine ou le verre. Pour les autres types de thé, on peut utiliser donc les fameuses terres cuites de Yixing ou de Yingge à Taïwan, qui donnent des infusions très intéressantes. Ce sont des théières qui se bonifient un petit peu en vieillissant, à condition d'utiliser toujours la même théière pour le même type de thé. Voilà. Et puis ça fait partie un petit peu des accessoires qui ont une certaine esthétique, qui sont jolis et qu'on aime bien utiliser quand on goûte un thé en bonne compagnie. Donc moi je trouve ça très intéressant d'avoir accès à des feuilles fraîches ici en France. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on peut consommer ces feuilles de thé en cuisine? Est-ce qu'elles sont comestibles? Alors la feuille elle-même, on peut goûter en faisant une expérience ici, mais la feuille est quand même très amère en général. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, quand on la garde un peu dans la bouche, quand on la mâchonne un peu, on sent que les saveurs évoluent. On retrouve des saveurs un peu fruitées quelquefois quand on a passé l'amertume au premier abord. Voilà, mais en gros, on ne va pas utiliser la feuille fraîche vraiment en cuisine directement. En revanche, une feuille qui est par exemple passée dans la friture, c'est tout à fait remarquable, hein, ça se fait au Japon, en Chine. Ça a vraiment des saveurs très très végétales qui sont très très agréables. Et il y a le côté croustillant également qui peut être intéressant. Voilà, donc nous, on n'a pas encore vraiment d'expérience là-dessus. On a nos petites recettes. On a par exemple développé un tartare de thon aux feuilles frites, hein, ce qui amène un peu de croustillant au tartare et puis ce côté végétal qui est très agréable. Mais voilà, nous, on n'est pas non plus des chefs cuisiniers, mais on incite nos amis chefs cuisiniers à s'intéresser aux feuilles fraîches qui sont maintenant disponibles et peut-être à expérimenter des recettes à partir des feuilles fraîches de thé. Et juste pour ajouter, à Taïwan, on a vu des restaurants qui sont dans le menu et entièrement composés de plats faits à partir de feuilles fraîches de thé. Il y a des choses tout à fait remarquables. Pour les personnes qui aimeraient visiter ta plantation de thé, est-ce qu'elle est ouverte au public? Alors elle est ouverte au public entre mi-juillet jusqu'à fin août. Et après, on peut privatiser la plantation sur réservation pour des groupes, donc 8 personnes ou plus, une grande partie de l'année. Mais on conseille quand même de venir entre avril et octobre en gros. Après, c'est vrai que l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu moins joli. Et pour les personnes qui souhaitent faire pousser du thé chez eux, je sais que tu proposes des plantes théiers. Ça serait quoi les conditions favorables pour faire pousser du thé chez soi et pour qu'il se développe? Alors les meilleures conditions, ce sont donc déjà le sol acide euh, et une pluviométrie, on va dire plutôt régulière, de préférence autour ou supérieure à 1000 mm par an.
et puis également donc, des conditions d'hygrométrie, c'est-à-dire une humidité de l'air importante, voilà, qui ne descendent pas trop en dessous de, on va dire, de 50%, idéalement autour de 70%. Ça donne des conditions idéales pour les feuilles donc, qui ont besoin d'une hygrométrie importante. Après, donc, la qualité du sol est également importante. Un théier va beaucoup mieux s'implanter dans un sol riche et profond. En revanche, c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire qu'on peut faire des thés de très grande qualité dans des sols plutôt pauvres et plutôt caillouteux. Voilà. Mais après, il faut quand même qu'on ait des conditions d'humidité favorables, hein, ce qui n'est pas forcément le cas pour la vigne, où justement l'humidité est plutôt un facteur qui apporte des problèmes de mildiou ou autres. Pour le thé, on a quand même besoin d'une certaine hygrométrie, mais ça peut être sur un sol rocheux, hein. On peut citer comme exemple le fameux thé de roc dans la région de Wuishan en Chine, hein, qui est cultivé, les théiers sont cultivés sur des terres qui sont très très rocheuses. Et pour les personnes qui souhaitent apprendre à fabriquer leur propre thé et être autonomes, est-ce que tu proposes des formations ? Alors on a des activités à la fois ludiques pour les gens qui s'intéressent au thé, on va dire en amateur, hein, qui achètent des théiers, qui veulent se faire leur propre thé. Donc ça se fait sur une après-midi, on apprend aux gens à fabriquer du thé vert. Et puis sinon, on a des formations, on va dire, plus destinées aux professionnels, mais on a aussi des passionnés de thé qui y participent. Donc là, c'est sur 2 jours. On apprend donc à faire les différents types de thé. Et également, donc on expose aussi le côté économique de la production de thé, puisque effectivement, si ce sont des professionnels qui veulent s'installer, il faut qu'ils connaissent un petit peu les paramètres économiques d'une plantation de thé. Voilà, donc c'est les formations qu'on propose. Et également, cette année, on fait une nouvelle formation sur la physico-chimie de la transformation, donc avec une ingénieure chimiste. Et voilà, donc ça, c'est essentiellement on va diffuser les connaissances qui existent, mais surtout dans des livres en chinois, donc qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Alors que finalement, la physico-chimie de la transformation, ce sont des choses qui sont très documentées et très connues. Voilà, donc on va essayer de rendre ces connaissances accessibles à un plus large public. Je sais que tu as l'idée de créer un jeu de cartes sur les couleurs du thé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Ah oui, donc ça c'est pendant les hivers. Pendant l'hiver, donc on s'est dit, finalement, il y a 7 familles de thé, donc on va faire un jeu des 7 familles, enfin 7 couleurs de thé. On va faire le jeu des 7 familles du thé. Et en progressant, on s'est dit oui, mais il y a des familles qui sont, on va dire, surreprésentées et des familles qui sont sous-représentées. Donc du coup, on a fait des familles de taille inégale. Donc par exemple, les thés jaunes, qui sont des thés assez rares, il n'y a que 3, la famille complète n'est composée que de 3 cartes, alors que le thé noir, qui est très abondant, là, c'est représenté par une dizaine de cartes. Et voilà, donc une carte représente un type de thé, et chaque thé est décrit par un poème en 3 vers, un tercet, qui est à la fois, on va dire, qui a une vocation un peu pédagogique, mais aussi un côté un petit peu esthétique. Et les cartes sont illustrées à partir de peintures chinoises, donc fait par une peintre. Voilà, et une fois qu'on a une famille complète, on a une peinture complète en fait. Voilà, donc il y a un côté à la fois ludique et pédagogique dans ce jeu de cartes. L'entreprise que tu as créée s'appelle Filleul des Fées. Oui. Pourquoi tu as choisi ce nom ? Est-ce que c'est lié à la Bretagne ? Alors c'est d'une part lié à l'imaginaire breton, et puis d'autre part c'est un hommage à mes ancêtres, à mon ancêtre peintre Alexis Joseph Mazerolle, qui a fait une tapisserie, il a fait un carton de tapisserie, donc une peinture en vraie grandeur, donc une huile sur toile, qui s'intitule La Filleule des Fées. Et en fait, c'est une commande de l'État pour le palais de l'Élysée. Et ça a servi de carton à faire une tapisserie qui a été tissée au Gobelin. Donc La Filleule des Fées, en fait, c'est le nom d'un ballet du compositeur Adolphe Adam, qui a eu beaucoup de succès en France dans les années 1850.
Et cette tapisserie finalement n'a jamais été installée à l'Élysée après la chute du Second Empire, la chute de Napoléon III. Elle a finalement été offerte comme cadeau officiel de la France au tsar Nicolas II à l'occasion de son couronnement. Et c'est une tapisserie qui actuellement est visible au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et le carton de la tapisserie, donc l'huile sur toile qu'a fait mon ancêtre Alexis-Joseph Mazerolle, et fait partie des collections du Mobilier National. Tu es un des premiers à avoir fait pousser du thé en France et à avoir développé cette activité. Tu es un des piliers de la filière théicole en France. Donc j'imagine que tu as eu pas mal de défis depuis plusieurs années. Donc je voudrais savoir c'était quoi tes principaux défis, les leçons et apprentissages que tu en as tirés. Alors, donc il y a plusieurs défis, notamment au niveau des plantations. Donc on a eu pas mal d'échecs, hein, on a perdu pas mal de plants, parce que nous, notre but, c'était de cultiver le théier de façon naturelle, donc comme une plante autonome. Donc on a un petit peu négligé au départ les aspects d'arrosage, de fertilisation. Donc ça, ce sont des aspects que maintenant on maîtrise bien. Donc on cultive directement au sol, hein, sans bâche. On utilise des paillages naturels. On est équipé pour faire des arrosages uniquement en cas de stress hydrique, hein, de sécheresse. Et voilà, on a beaucoup amélioré nos méthodes. Et maintenant, on est capable voilà, on continue de planter. On essaye de planter à peu près 1 hectare supplémentaire tous les ans. Et voilà, ce sont des choses qu'on maîtrise bien, mais on a mis 3-4 ans pour maîtriser ces techniques de plantation. Donc aussi également, on a pas mal perfectionné nos méthodes de transformation. Mais là, c'est plus simple parce qu'en fait, comme on a des très petites quantités à récolter au départ, on a plusieurs années pour se faire la main et mettre au point nos techniques de transformation. Voilà, donc c'était plutôt, on va dire, dans le cours des choses, ça s'est fait de façon assez naturelle. Voilà, donc après, il y a le côté investissement, hein, puisque l'investissement d'une plantation de thé, c'est un coût qui est assez élevé, sachant que la plantation ne commence à produire qu'au bout de 2 à 3 ans. Voilà, donc ça, le côté financier est également un défi. Et voilà, le fait qu'on maîtrise beaucoup mieux nos plantations maintenant et qu'on commence à avoir des productions non négligeables, ça nous a permis quand même de diminuer ce risque. Alors je te remercie pour ton temps, je te remercie pour avoir répondu à mes questions. Pour moi, tu es un bel exemple d'une personne qui a fait de sa passion un métier. Donc je trouve ça très inspirant, puis je sais que tu as une grande humilité, une grande sagesse. Donc je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Donc en description de la vidéo, vous trouverez le site de Filleul des Fées. Vous découvrirez justement les différents types de thé que tu proposes, Denis, les théières et les plantes théiers. Aussi, Filleul des Fées a un compte Instagram qui est alimenté. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et encore une fois, merci Denis. Merci beaucoup Magali, c'était un grand plaisir d'avoir cette discussion avec toi.